la définition de la résistance coronaire, c'est un déséquilibre donc entre les besoins et les apports du myocarde en oxygène. Donc, un petit rappel anatomique. Donc, nous avons deux artères principales qui vont irriguer le cœur, qui sont la coronaire gauche, qui se constitue donc d'une partie initiale, qui est le tronc commun, puis qui va se diviser donc en artère interventriculaire antérieure et en artère circonflexe. Cette artère interventriculaire antérieure, disons, c'est l'artère principale qui irrigue. Pourquoi? Parce que celle-ci va irriguer donc une grande partie du myocarde, notamment du ventricule gauche, qui est le ventricule systémique. Donc, cette artère, donc, par des collatérales qu'on voit ici, donc des septales et des diagonales, donc va irriguer donc une grande partie du septum, de la paroi antérieure et de la paroi apicale. L'artère circonflexe aussi, donc, va irriguer donc la paroi latérale et la paroi postérieure, donc grâce donc bien entendu donc à des collatérales aussi qui sont les artères marginales. Et enfin, nous avons donc la coronaire droite qui va irriguer aussi donc une partie du cœur, donc notamment le ventricule droit, mais aussi donc la paroi inférieure du ventricule gauche, et qui se constitue donc de trois parties. Donc le premier segment qui est horizontal, c'est le premier segment de la coronaire droite, puis ce segment donc qui est vertical, qui est D2, et enfin D3 qui va se diviser donc en rétroventriculaire gauche et en interventriculaire postérieur. Voici donc au niveau de cette dia, donc on peut voir un petit peu donc, ces artères principales et surtout ce qui est intéressant, regardez ici, donc après donc un traitement donc de cette image, donc un traitement numérique de cette image, donc on voit un petit peu la microcirculation et vous voyez donc l'irrigation donc du myocarde qui se fait grâce notamment donc bien entendu à ces gros vaisseaux, mais aussi grâce à cette microcirculation qui va irriguer l'entièreté donc du myocarde. Petit rappel concernant la physiologie de la circulation coronaire. Donc, comme ça, c'est une loi qui s'applique c'est une loi donc physique qui s'applique sur tous les débits, donc sur toutes les situations. Notamment, on peut se la rapporter ici sur la circulation coronaire. Le débit est égal, donc selon la loi de Poiseuille, au rayon, donc à pi fois le rayon puissance 4 sur 8 fois la longueur fois l'indice de viscosité fois la différence de pression. En résumé, pour avoir un bon débit, il faut avoir un rayon qui soit important. Pour avoir aussi donc un bon débit, il faut que la viscosité soit, il faut que le liquide soit fluide. Donc la fluidité soit importante. Plus le liquide est épais, plus l'écoulement se fait donc moins bien et nous avons bien entendu une diminution du débit. Et enfin, par la différence de pression. Très bien. Autre chose importante à connaître, c'est la MVO2. La MVO2, c'est la consommation donc, du muscle cardiaque en oxygène. Il est égal au débit cardiaque que nous avons vu tantôt, fois la différence artério-veineuse qui est l'extraction donc de l'oxygène au niveau du myocarde. On peut l'évaluer grâce à la différence artério-veineuse. La MVO2 va de trois paramètres principaux qui sont la contractilité du myocarde, donc l'inotropisme, la fréquence cardiaque qui est donc le chronotropisme, et enfin la tension intrapariétale qui va dépendre bien entendu de la pression, la tension. Cette tension intrapariétale, donc excusez-moi, va dépendre donc des pressions
de remplissage, donc de la précharge, de la post-charge, mais aussi, donc, du diamètre du ventricule gauche. Le cœur continue, comme vous le savez, sinon c'est l'arrêt cardiaque. Et ce cœur, donc, a besoin d'être irrigué en continu. Donc, le débit cardiaque s'effectue généralement pendant la diastole, surtout au niveau du ventricule gauche, donc, concernant la coronaire gauche. Le débit, donc, est continu avec un renforcement diastolique pour la coronaire droite et l'extraction en oxygène est permanente et doit être supérieure à 100%. Donc, en effort, le seul moyen d'augmenter l'apport en oxygène, c'est d'augmenter, bien entendu, le débit coronaire. Tout déséquilibre entre ces apports et ces besoins va entraîner une insuffisance coronaire. Quelles sont les situations où on a une augmentation de la demande en oxygène? C'est l'augmentation, bien entendu, de la fréquence cardiaque lorsque vous faites un effort physique, ou bien en cas de trouble du rythme, en cas d'état de choc, d'hyperthyroïdie, en cas d'augmentation de l'inotropisme, notamment donc un traitement par les catécholamines, en cas d'augmentation de la tension pariétale, donc soit une augmentation de la post-charge, de la précharge ou de l'épaisseur du myocarde. Quant à la situation où on a une diminution des apports, c'est dans les sténoses coronaires, notamment en cas de athéromatose. Les autres atteintes coronaires peuvent aussi se voir, donc notamment dans les maladies inflammatoires, les maladies de système. Une diminution des apports aussi peut se voir lorsqu'on a une diminution du débit cardiaque, notamment dans les hypovolémies, les états de choc, les hypoxies, les anémies, une diminution de la pression diastolique, notamment un exemple dans la valvulopathie, c'est l'insuffisance aortique, le raccourcissement de la diastole, qu'on retrouve dans les tachycardies, sachant que la diastole, que l'irrigation des coronaires se faisait surtout pendant la diastole. Donc, deux mécanismes principaux vont entraîner cette insuffisance coronaire. Soit une réduction du calibre des artères coronaires, c'est la fameuse plaque d'athérome, le spasme coronaire, parfois des anomalies congénitales des artères coronaires et les maladies inflammatoires dont on a parlé, la maladie de Kawasaki et la maladie de Takayasu. Donc, il y a quelques maladies qui peuvent entraîner. L'angor fonctionnel. L'angor fonctionnel peut se voir en cas d'anémie. Vous avez un patient qui a 6 grammes d'hémoglobine, bien entendu, vous aurez un angor fonctionnel. Les tachycardies, les bradycardies extrêmes, d'accord? Et enfin, les crises hypertensives, où on a une augmentation de la post-charge. Alors, quelles sont les conséquences de l'ischémie myocardique? Donc, on aura, lorsqu'il y a une ischémie myocardique, comme vous le savez, le cœur va passer les cellules, les myocytes vont passer en mode anaérobie, et là on aura bien entendu production d'acide lactique et tout cela va entraîner des troubles de la relaxation du myocarde et qui vont donner ce qu'on appelle bien entendu la fameuse dysfonction diastolique. Première situation, première conséquence, c'est un trouble de la relaxation, qui va entraîner un trouble du remplissage. Cette ischémie, bien entendu, va persévérer pour donner une dysfonction diastolique qui va entraîner une diminution de la contractilité, qui va entraîner, bien entendu, une hypokinésie, ou une akinésie du segment qui est irrigué par l'artère coupable, par l'artère qui est sténosée ou obstruée et qui est responsable de cette ischémie au niveau local. Cette ischémie va finir par entraîner des modifications sur le plan électrocardiographique à type de trouble de la repolarisation avec risque d'apparition d'un trouble du rythme, notamment bien entendu ventriculaire. Et enfin, sur le plan clinique, cette ischémie va se traduire par des douleurs angineuses qui est l'angor. Voici comment on va
se développer cette maladie athéromateuse. Comme vous le savez, donc, les artères donc, sont formées de 3 tuniques, et normalement, donc, ces tuniques sont formées par 3 tissus, qui sont l'intima, la média et l'adventice. Mais lorsque, avec l'âge, donc il y a une oxydation au niveau de l'endothélium, en plus des différents facteurs de risque cardiovasculaire, qui sont bien entendu le sexe masculin, l'hérédité coronaire, les facteurs de risque qui sont modifiables, qui sont le tabac, le diabète, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle et le stress, vont entraîner justement donc l'apparition, la détérioration de cet endothélium, donc cette maladie endothéliale qui va entraîner l'apparition de cette plaque d'athérome. Disons sur le plan un petit peu plus microscopique, la genèse de la plaque donc fait intervenir donc plusieurs stades donc évolutifs. Donc on aura la pénétration et l'accumulation ici donc des monocytes, et donc cette première étape se fait après qu'il y ait accumulation de LDL au niveau de la partie sous-endothéliale. Alors, la pénétration du LDL, lorsqu'il y a un déséquilibre entre les apports et les sorties donc du LDL, lorsqu'il y a un apport excessif de LDL, il va y avoir donc ici un passage de façon passive à travers donc cet endothélium. Cette accumulation donc des lipoprotéines de basse densité, donc du LDL, dans l'intima, va entraîner des modifications oxydatives, et on aura au niveau du LDL, on aura du LDL oxydé. Cette phase, elle est très importante, parce que c'est à partir de là qu'on aura donc l'apparition de la dysfonction diastolique. Il s'agit donc d'une étape absolument indispensable à la formation de la plaque d'athérome. En effet, la présence donc de macrophages dans la paroi vasculaire, comme on voit ici, est liée à la présence de LDL oxydé. Donc, le recrutement de ces monocytes se fait donc grâce à, ou bien par la conséquence de la perte d'inhibition de l'adhésion donc de ces monocytes. Et là, donc, on aura donc une captation des monocytes au niveau donc, de la surface endothéliale. Ces monocytes vont passer à l'intérieur et vont se transformer en macrophages qui vont entraîner donc aussi à phagocyter donc les molécules de LDL des cellules spumeuses. Donc ces macrophages dans l'espace sous-endothélial vont jouer un rôle clé dans de nombreuses étapes de l'athérosclérose, notamment la production de cytokines inflammatoires et notamment donc et aussi de métalloprotéinases dans un premier temps. Un certain nombre d'entre eux se transforment donc en cellules spumeuses, comme on voit ici. Dès l'infiltration donc de la paroi artérielle par un grand nombre de macrophages, ceci va entraîner donc ici, comme on le voit ici, un phénomène inflammatoire chronique qui sera d'une importance capitale pour la croissance de la plaque. On aura ici un véritable phénomène d'auto-amplification. Pourquoi? Parce que les macrophages vont produire de nombreuses cytokines pro-inflammatoires qui vont augmenter l'activation ici endothéliale, donc capter encore plus de cellules, donc de monocytes, qui vont encore entrer, qui vont se transformer en macrophages, qui vont aussi se donner des cellules spumeuses. Donc tout ça il va y avoir une auto-amplification. Donc, lorsqu'on aura donc cette activité inflammatoire,
on aura bien entendu la formation sur la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, notamment les TNF-alpha, les interleukines 1, qui vont encore, bien entendu, augmenter l'expression, qui vont induire donc l'expression, excusez-moi, par les cellules de la plaque de métalloprotéinase, et qui ont une activité de dégradation de la matrice extracellulaire, comme on le voit ici. Donc tout ça pour dire que on aura in fine donc une plaque d'athérome qui va se constituer ici d'un noyau qui sera donc le cœur lipidique, et on aura formation ici d'une chape fibreuse qui va venir donc revêtir ce qui va entourer ce noyau lipidique. Alors, le noyau lipidique ici, donc lorsqu'il est séparé de l'endothélium, donc par cette chape fibreuse, si la chape fibreuse est importante, on aura ce qu'on appelle, on aura une plaque qui sera relativement stable. Donc, la qualité de la plaque va dépendre justement de cette chape fibreuse qui va être constituée donc d'éléments donc d'éléments protéinés, mais aussi de cellules musculaires lisses qui vont ici migrer à travers donc la limitante élastique interne pour constituer justement cette chape fibreuse. Donc cette chape fibreuse est constituée de deux constituants importants qui sont donc les cellules musculaires lisses qui vont perdre leur élasticité, et aussi donc de protéines ici, donc qui vont venir donc consolider cette chape fibreuse. Voici donc une coupe d'une artère coronaire saine avec une large lumière, où on voit ici donc un endothélium tout à fait sain. Par contre ici, regardez, on voit donc un rétrécissement donc de la lumière avec la formation justement de ces plaques d'athérome avec des noyaux lipidiques. Voici sur une coupe transversale la même chose. Ici, regardez donc la prolifération donc d'une plaque lipidique qui a entraîné un rétrécissement ici de la lumière donc de l'artère, et ce rétrécissement donc de la lumière de l'artère on va revenir à la loi de Peuzet, donc on aura rétrécissement de la lumière de l'artère, donc on aura une diminution donc du rayon, donc diminution du débit, et on aura un déséquilibre entre les besoins et l'apport en oxygène, et on aura donc l'insuffisance coronaire.